Je vais faire une lecture de mon livre pour mieux vivre, maîtriser les catégories de l'existence. Donc j'avais lu la dernière fois l'introduction. Donc on passe au chapitre 2, introduction aux 8 postulats fondamentaux. Le premier postulat. On rappelle qu'en métaphysique, la définition d'un concept est une catégorie fondamentale de l'existence. Par exemple, parfois un être humain ressent une paix intérieure quand il fait une sieste après un bon repas. Ainsi, la paix est un concept. Un autre exemple est quand une personne écoute une belle musique. Elle ressent souvent de vives émotions. Puisque la musique est une sous-catégorie de l'art, ainsi l'art est aussi un concept. Une petite réflexion sur la notion de concept implique d'y ajouter la notion de catégorie et de sous-catégorie. En effet, la catégorie de l'art se décompose en sous-catégories, comme la musique, mais aussi la littérature, la sculpture, la philosophie et bien d'autres. Poursuivant la réflexion, on peut observer que la musique se décompose en différentes sous-catégories, comme la musique classique, ou le jazz, ou le hip-hop, ou bien d'autres. Par conséquent, il devient naturel d'introduire une nouvelle définition, celle de catex. Cat, ex. Cat pour catégorie et ex pour existence. Une catégorie de l'existence. De plus, une hiérarchie naturelle apparaît, celle de catex de niveau n, un entier naturel. Alors un concept est un catex de niveau 0, comme l'art. De même, la musique est un catex de niveau 1. Et le reggae est un catex de niveau 2. Et le free jazz est un catex de niveau 3. Assez souvent, un catex de niveau n est contenu dans un catex de niveau n-1, excepté pour les concepts, et contient une multitude de catex de niveau n plus 1. On peut remarquer que l'ensemble des catex d'un concept peut se représenter sous forme d'un arbre, dont la racine est ce concept, et possédant un nombre astronomique de branches, mais de longueur finie. C'est-à-dire qu'il existera des catex de niveau X qui seront terminaux pour cette décomposition. La liste des catex est astronomique, mais par définition, ce sont des catégories de l'existence. Alors il paraît raisonnable qu'ils existent tous. Mais il me semble impossible d'en donner une démonstration rigoureuse. Alors on énonce le premier postulat de cette théorie. Tous les catex existent. Chapitre 2.2. Le second postulat. Un des principes fondamentaux en algèbre est que, dans toute chose, et je répète, dans toute chose, il y a du positif, du négatif et du neutre. De plus, en sciences physiques, il y a un principe fondamental qui est que toute action entraîne une réaction dont les vecteurs de force s'opposent. De plus, en médecine traditionnelle chinoise, le yin-yang sont deux forces à la fois opposées, interconnectées et complémentaires. Ainsi, en synthèse de ces trois approches, et par une observation des relations humaines inter- et extra-personnelles, on peut observer qu'un concept, suivant certains cas, peut être observé comme plutôt positif. Alors on en vient au second postulat de cette théorie. Tout concept a un concept opposé, et leur couple forme un yin-yang. J'ai identifié 8 yin-yang fondamentaux, mais je ne suis pas certain qu'il n'en existe pas d'autres. S'il existe d'autres yin-yang, alors il suffira de les ajouter à la liste, sans aucun problème dans cette théorie. Dans un certain sens de la notion de complexité, voilà la liste des 16 concepts fondamentaux, des plus simples aux plus complexes. Bien mal, paix guerre, harmonie chaos,
justice, anarchie, science, art, sagesse, folie, destin, hasard, amour, haine. Les 8 yin-yang fondamentaux. Concernant le choix du premier mot dans ces yin-yang, j'ai choisi celui qui me semblait le plus positif suivant ma philosophie. Ce choix est arbitraire et peut être changé sans aucun problème. Comme on le verra dans le 6e postulat, la complexité d'un concept est fortement complexe. Ainsi, comprendre sa définition est chose ardue, ainsi que son opposition. Pour faire simple, pour chaque concept, je vais donner un mot-clé qui le caractérise et ainsi observer l'opposition avec son opposé. Bien mal, joie, souffrance. Paix, guerre, accord, désaccord. Harmonie, chaos, ordre, désordre. Justice, anarchie, respect, irrespect. Science, art, objectivité, subjectivité. Sagesse, folie, conscience, inconscience. Destin, hasard, prévisibilité, imprévisibilité. Amour, haine, attraction, répulsion. Chapitre 2.3, le 3e postulat. Naturellement, on peut combiner ces 16 concepts fondamentaux, comme on l'observe bien dans la vie, où l'on ressent souvent plusieurs émotions simultanément. Ainsi, le 3e postulat est, dans l'algèbre des catextes, il y a 3 opérateurs, et, ou, et la loi de composition. Par exemple, quand des jeunes garçons jouent ensemble, ils ressentent principalement souvent des émotions relativement à guerre et folie. Par exemple, quand les politiciens argumentent dans une agora, ils ressentent principalement des émotions relativement à justice ou anarchie. Par exemple, quand un couple amoureux se dispute, ils ressentent principalement des émotions relativement à guerre de l'amour. Par exemple, quand un commando militaire prépare une mission risquée, ils ressentent principalement des émotions relativement à amour de la guerre. On peut observer que la conjonction et la disjonction ou sont commutatives, c'est-à-dire que l'ordre des concepts n'a pas d'importance. En revanche, la loi de composition ne l'est clairement pas. En effet, la guerre de l'amour n'est pas du tout pareille à l'amour de la guerre. Chapitre 2.4, le 4e postulat. Le plus simple des concepts pour commencer à réfléchir sur le 4e postulat est le concept de l'amour. En effet, après une observation fine de la vie des personnes, on peut observer que l'on peut aimer n'importe quel concept, par exemple l'amour du bien, se retrouve souvent chez les hédonistes, tandis que l'amour du mal se retrouve souvent chez les sadiques. Par exemple, l'amour de la paix se retrouve souvent chez les pacifistes, tandis que l'amour de la guerre plutôt chez les militaires. Par exemple, l'amour de la science se retrouve chez Léonard de Vinci, ainsi que l'amour de l'art. Par une simple induction, on peut généraliser pour tout concept. Ainsi, tout concept peut se composer avec tout concept, ce qui fait 16 au carré égale 256 combinaisons de couples de composition de concepts. De fil en aiguille, on peut généraliser à toute suite de n, un entier naturel, concept. Par exemple, on peut imaginer la suite de 3 concepts, l'harmonie de la paix et de la sagesse, que peut ressentir un moine bouddhiste. Par exemple aussi, on peut imaginer la suite de 4 concepts, la science et l'art, de l'harmonie et du chaos, que peut ressentir un surfeur des mers. Ainsi, on en vient à définir une suite de n concepts constructibles, c'est-à-dire une succession de n concepts, différents ou non,
où entre chaque couple de concepts voisins, il y a un des trois opérateurs du troisième postulat, avec de plus des parenthèses. Il y a au moins 16 puissance n fois 3 puissance n moins 1 combinaisons différentes pour une telle suite. Après une profonde méditation, on en vient à la conclusion du quatrième postulat. Toutes les suites de K-textes constructibles existent. On peut remarquer qu'il n'y a aucune raison que le nombre n de concepts soit borné dans une suite de n concepts. Donc il existe une infinité de suites de K-textes. Chapitre 2.5. Le cinquième postulat. Quand vous vivez une histoire d'amour, par exemple dans un dîner romantique, vous ressentez de multiples émotions. Assez souvent, vous échangez de nombreuses informations, comme des paroles ou des gestes affectueux, ce qui vous procure plus ou moins des émotions, des sensations agréables. Par définition, une information est une source de connaissances sur un sujet donné, susceptible d'être représenté afin d'être conservé, traité, communiqué. Souvent, l'information essentielle, dans ces cas-là, tient aux trois mots magiques « Je t'aime ». Mais on peut remarquer souvent que la même information n'a pas forcément la même énergie. Entre un « je t'aime » dit nonchalamment et un « je t'aime » dit avec passion, cela ne se ressent pas de la même façon. Une définition de l'énergie est une mesure de la capacité d'un système à changer son état. Ainsi, on en vient à la concaténation de ces deux notions, l'énergie-information. Dans un K-texte, c'est l'énergie-information qui détermine les différentes sensations que vous allez ressentir. Bien sûr, lors d'un dîner romantique, il est rare de ne communiquer qu'une seule énergie-information, mais plutôt une succession. Le plus naturel est que ces différentes énergies-informations soient compactées dans des différents ensembles-temps. La définition d'un ensemble est une collection d'éléments. Ici, ces éléments sont des énergies-informations. La définition d'un ensemble-temps est un ensemble qui peut varier dans le temps. Le plus naturel pour ces différents ensemble-temps, énergie, information, est qu'il existe dans un espace-temps spécifique au K-texte dont les informations sont transmises. Ainsi, on en vient au cinquième postulat. Tout K-texte a son espace-temps, ensemble-temps, énergie, information propre. Chapitre 2.6. Le sixième postulat. À l'époque de Joseph Fourier, découvreur de l'espace de Fourier, un espace vectoriel de dimension infinie, pour modéliser les transferts de chaleur dans une barre de métal, les mathématiciens avaient imaginé pouvoir modéliser la voix humaine et pouvoir la reproduire en utilisant cet espace abstrait. Ce fut un grand débat contradictoire, mais à notre époque, grâce au téléphone, c'est devenu une banalité. Ainsi, la science sait maintenant utiliser des espaces abstraits de dimension infinie pour modéliser des phénomènes complexes. La définition en algèbre des dimensions d'un K-texte est le nombre de variables indépendantes nécessaires pour parfaitement décrire n'importe quel objet de ce K-texte et ses interactions. Par le cinquième postulat, on sait maintenant que tout K-texte a son espace-temps, ensemble-temps, énergie, information propre, mais quelle est sa dimension ? Je propose pour l'espace-temps une modélisation de dimension finie. En revanche, pour les ensembles-temps, énergie, information, il me paraît plus naturel d'avoir une modélisation en dimension infinie. Ainsi, on en arrive au sixième postulat. Toute modélisation d'un K-texte est de dimension infinie. Chapitre 2.7. Le septième postulat. Une des meilleures preuves que l'inné existe pour un animal est l'observation des tortues.
En effet, dès sa naissance, une tortue est solitaire et sait déjà ramper jusqu'à la mer, puis nager et se nourrir par elle-même tout au long de sa vie. Une observation de la nature humaine permet de penser que tout existant conscient possède un inné dans chaque catex plus ou moins développé. Il est raisonnable de penser que Mozart avait un inné très développé en musique, beaucoup plus que la moyenne. De même, Léonard de Vinci devait avoir un inné très développé en sciences et en art. Pour un même concept, on peut avoir un inné d'un catex de ce concept très développé, tandis que l'inné d'un autre catex est peu important. J'en ai fait l'expérience pour l'algèbre et l'analyse en mathématiques. À partir d'un certain niveau universitaire, je comprenais bien l'algèbre et j'avais d'excellents résultats. Tandis que pour l'analyse, je ne comprenais pas grand-chose et j'avais des résultats médiocres. En revanche, il est beaucoup plus naturel de concevoir que tout animal possède un acquis dans tout catex et qu'il évolue en fonction du temps qui passe. Par exemple, il est facile de le concevoir dans le catex de la musique, où plus on écoute de musiques différentes, plus on a acquis de connaissances musicales variées. J'introduis une nouvelle définition, le prisme d'un catex, à l'instant présent, d'un existant conscient comme l'union des ensembles-temps contenant des énergies informations innées et acquises jusqu'à l'instant présent dans ce catex par cet existant. Tout naturellement, le prisme d'un catex se localise dans l'espace-temps, ensemble-temps, énergie-information de ce catex. Puisque chaque concept contient une myriade de catex différents, on introduit une nouvelle définition. Le prisme d'un concept est égal à l'union des prismes de chaque catex contenu dans ce concept. Puisqu'il y a 16 concepts fondamentaux, on remarque que chaque être humain possède 16 prismes conceptuels, dont chacun est l'union d'une multitude de prismes de catex, pour chaque catex d'un concept. Ainsi, mon 7e postulat est l'état basique d'un existant conscient à l'instant présent est égal à l'union de ces prismes conceptuels à l'instant présent. Par définition, l'état basique d'un existant conscient est similaire à une carte d'identité dans tous les concepts pour cet existant. Comme on le verra dans le postulat suivant, l'état basique d'un existant conscient est nécessaire pour comprendre son état. On peut remarquer que l'état basique d'un existant conscient varie en fonction du temps. En effet, pour chaque seconde au moins d'éveil qui passe pour un existant, il vit une expérience au moins dans un des concepts, et en général dans plusieurs concepts à la fois. Ainsi, son acquis dans au moins un concept évolue un peu, d'où ses prismes dans ces concepts évoluent. Et comme l'état basique est égal à l'union de ces prismes, donc l'état basique d'un existant évolue en fonction du temps, ce qui peut paraître naturel pour un observateur de la nature humaine. En effet, on remarque souvent qu'une personne évolue avec le temps plus ou moins intensément, suivant les domaines. Et pour finir, chapitre 2.8, le 8e postulat. Je définis l'état d'un existant conscient à l'instant présent comme l'ensemble de toutes les sensations, émotions, idées, etc. qu'il ressent à l'instant présent. Par exemple, je sais bien depuis longtemps que mon état est différent suivant les activités que je fais. Quand je fais de la science, je suis dans